Au sommaire aujourd'hui, un an après l'élection de Donald Trump, une litanie de recul pour les ressortissants et ressortissantes queer aux États-Unis, mais une mobilisation continue. Encore la répression anti-queer en Hongrie et Marine Le Pen pose en allié des hommes gays en France et un jugement européen oblige les pays membres de l'Union européenne à reconnaître les mariages entre conjoints de même sexe des autres pays. Jimmy Somerville, la voix exceptionnelle de Bronski Beat et aussi un militant queer convaincu, un documentaire sur sa vie, film de Noël à la recherche de représentations queer et transpositives et de l'art en cadeau, de l'art queer positif. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Let's make America queer always. Make America queer always. Des nouvelles des États-Unis. Allô Chantal. Allô Denis Martin. Bon, on va parler encore du monsieur Orange Trump. Pas juste de lui. On va parler d'abord, commençons. Pourquoi on va en parler? Parce que ça va faire bientôt un an qu'il est élu et les reculs de nos communautés aux États-Unis se comptent par centaines. Oui, écoute, c'est vraiment, je dirais, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau du recul, au niveau des lois, au niveau des décrets, surtout au niveau des décrets, parce que M. Trump fonctionne, moi, moi, je suis le roi, hein, comme on dirait. Donc, c'est vraiment un assemblage, comment je pourrais résumer ça? Je dirais que c'est un assemblage terrorisant de décrets, de mesures d'intimidation, de contrôle social et intime. L'ampleur des décisions prises ces derniers 9 mois, euh, pour moi, démontre à quel point on ne parle pas de tir à l'aveugle, comme on semble souvent le projeter dans les médias, mais plutôt d'une véritable orchestration de destruction des populations vulnérables. Euh, Si je pouvais résumer ça en espèce d'image, je dirais que durant le premier mandat de Trump, on grugeait l'os. Là, on attaque le buffet au complet. C'est quand même, hein, il me semble qu'il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de projets de loi, beaucoup de choses en même temps, puis on ne sait plus où donner de la tête. C'est un rouleau compresseur, Oui, quoi. exactement, c'est ça. Et je dirais qu'une parce que j'ai repensé beaucoup depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, puis bon, comme tu sais, j'enseigne dans ce domaine-là, donc je suis ça très près. Je dirais que la première chose que Trump a fait, c'est il a scellé le sort des politiques concernant le retour à un modèle binaire, hein, de genre binaire. C'est la première chose qu'il a fait. Et ça, c'est tout ce qui a déterminé son agenda depuis 300 jours maintenant. Oh. Et c'est vraiment ça qui est phénoménal. C'est qu'il est revenu à la base. Et pour lui, la base, c'est qu'il y a deux sexes, il y a deux genres. Et tout ça a déterminé le type d'intervention qu'il a fait d'une façon massive, agressive, tant locale, c'est-à-dire au niveau des États, au niveau fédéral et au niveau de la Cour suprême, comme on le sait. Il me semble aussi que beaucoup de projets de loi ou beaucoup de décrets, parce qu'il faut dire que Donald Trump a gouverné depuis le début par décret surtout, et il semble que ces décrets-là attaquent les communautés trans et queer au niveau des domaines assez clés. Hein? On peut parler de la santé, entre autres choses. Oui, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est vraiment attaqué comme à la structure même, si on veut, de la vie queer, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le travail et l'immigration, la citoyenneté. Ce qu'il a fait au niveau de la santé, c'est d'interdire de façon agressive toute intervention qui pourrait modifier le sexe biologique. Donc, chez les mineurs. Donc, c'est vraiment un recul massif par rapport à l'administration Biden. Et ça atteint vraiment toutes les cliniques, tout le système de santé, le système éducationnel. Alors, on a les personnes qui ne sont pas majeures, c'est-à-dire aux États-Unis 18 ans,
21 ans pour l'alcool, je dois le dire en tant que Mhm. Québécoise. Et 18 ans, 18 ans, on peut aller à l'armée à 18 ans aussi en passant. oui. Et puis, on a un permis de conduire à 16 ans. Hein? OK. Fait on passe à autre chose. Hein. Puis, on peut entrer dans l'armée aussi à 16 ans avec la permission des parents. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment d'interdire toute intervention qui peut, à la fois médicale, mais aussi psychologique. C'est-à-dire que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent même pas consulter avec un thérapeute et être remboursées par les assurances si c'est une question de contester la loi binaire au niveau des genres. Donc, une personne qui est en questionnement par rapport à sa transidentité ou la transitude qu'on dit aussi, donc que cette personne ne peut pas avoir accès à des services tant de santé physique que psychologique avant d'avoir 21 ans, peu importe la situation, là. 18 ans, 18 ans. mais ça, 18 ans, mais ça, et bien sûr dans le privé, mais si on, le système de santé étant ce qu'il est aux États-Unis, c'est-à-dire l'accès Un au fouillis système de monumental, santé oui. privé, Oui. oui, oublie ça, là. Ouais. Donc, c'est monumental, ça veut dire que sur les campus, dans les écoles secondaires, entre autres, qui sont les deux places où on va retrouver ce genre de demande des étudiants, c'est impossible de fournir ce genre de service-là. Ça veut dire donc une jeune personne qui est à 13, 14, 15 ans, qui se pose des questions sur son identité sexuelle, ne peut pas avoir d'aide psychologique ou... c'est grave, ça. Oui, et si les gens décident quand même d'offrir ce genre de service-là, ben ils vont perdre leur job, ils vont perdre leur travail, il va y avoir des sanctions criminelles contre eux. Donc c'est très sérieux parce que ça bloque tout à fait le système, tu comprends? Et c'est monstrueux. Je peux pas rien dire d'autre que ça. Je trouve ça monstrueux. Bon, on peut parler de recul en éducation aussi? Oui. Bon, comme tu sais, hein, professeur d'université, je l'ai dans la À face. l'Université de l'Illinois, je devrais le spécifier, Oui, oui. oui, je l'ai dans la face, même les universités privées, c'est épouvantable. Il faut retirer toute allusion, euh, ce qu'on appelle ici l'inclusivité. Il faut tout enlever ça de notre discours, Mais là, t'enseignes les études féministes et queer. Alors, qu'est-ce que tu vas enseigner si tu peux pas parler d'inclusion ou de diversité? Jusqu'ici, on est passé en dessous du radar, mais OK. on est la prochaine université, mais ce qu'on nous demande de faire au niveau comment on construit nos plans de cours, si tu veux, ça s'en vient. Moi, je m'attends d'ici un an ou deux, là, et ça veut dire quoi pour un département de gender studies, d'études féministes et de genre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on peut pas étudier ça, on va s'appeler comme études du corps. Ouais, Tu comprends? ouais. Ben, écoute, on va aller, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés par cette répression envers les personnes trans, notamment au travail, sécurité, immigration, citoyenneté, ça n'arrête pas? Non, puis l'immigration, c'est quand même sérieux parce que ce à quoi on s'attend. Bon, tu sais que maintenant, le gouvernement américain refuse que dans les demandes de passeport, dans les gens qui ont des passeports ou des papiers d'identité officiels, il faut seulement inscrire le sexe à la naissance. Mhm. Alors il y avait eu un grand acquis par rapport à pouvoir inscrire le X, qui existe encore au Canada. Ici, c'est plus possible. Et, et là où c'est particulièrement intéressant et aussi déprimant, c'est que les gens ne voyagent plus. Mhm. Ils n'osent plus prendre l'avion ou prendre tout ce qui s'appelle transport public, interstate, hein, Mhm. inter-État ou inter-nation, à cause de ça. C'est que, oui, mais ici, c'est pas reconnu. Alors, c'est vraiment un travail de trancher. Dans mon département, on travaille beaucoup avec les étudiants puis avec les services d'immigration pour faire changer les documents officiels, incluant le permis de conduire, bon, tout ça, là. Mais c'est vraiment, c'est axogène, tu comprends? Les gens ne peuvent plus bouger. Il y a une question de mobilité, il y a la mobilité physique, mais la mobilité aussi par rapport à ta reconnaissance citoyenne, si tu veux. On va profiter des minutes qui nous restent parce que on s'est toujours dit qu'on ne terminerait plus une chronique avec des choses négatives. Il y a quand même une mobilisation qui se fait. Parle-nous donc du Sylvia Rivera Law Project.
Oui, écoute, ça, c'est un groupe que je suis depuis très longtemps. Ils ont été créés en 2002 par une personne extraordinaire dont j'ai une admiration sans borne pour. C'est Dean Spade, qui est professeur de droit. C'est un activiste, c'est une personne transgenre. Et Dean enseigne à l'Université de Washington à Seattle. Et je voulais parler de ce projet-là quand on s'est parlé la semaine dernière, Denis Martin, En préparation, et oui. en préparation. Parce que c'est pas à New York, c'est pas à Los Angeles, c'est pas à San Francisco, Ah bon? c'est à Seattle. OK. Et je me suis dit que Et j'ai énormément d'admiration et je trouve que des groupes en ce moment qui s'intéressent aux droits des queers aux États-Unis, ils font un travail remarquable et admirable. Mais il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans le travail du Sylvia Rivera Project parce que justement, ils sont pas dans les centres où ils vont recevoir plein de sous. Quand ils font des campagnes de fonds, c'est toujours un petit peu plus difficile au niveau du recrutement Ce qu'on dit en anglais, c'est grassroots, vraiment grassroots, là, au niveau de la terre. Là. Oui, Oui, oui. oui, oui. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est peut-être pour ça que ça m'attire aussi. C'est venu d'un professeur d'université qui a Oui. décidé, je ne peux pas m'asseoir juste dans ma chair et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ils ont décidé de prendre le nom de Ribera Project. Et Ribera, c'était une portoricaine vénézuélienne qui a été très impliquée dans Saut Noir. Oui, Et une dans personne l'histoire, transcendante qu'on devrait dire aussi, oui. oui, trans aussi. Et Mhm. ce qui est intéressant, c'est que Sto- le discours autour de Stonewall, c'est un discours très blanc. Mhm. Alors là, tu te ramasses avec quelqu'un qui est trans, qui est portoricaine, vénézuélienne, et qui a fait énormément pour la cause des droits des gays, lesbiens et transgenres à New York à l'époque, mais qui s'est étendu. Et je trouve il y a quelque chose de super beau là-dedans, de nommer un projet comme Oui, ça. et puis ils font quoi dans ce groupe-là? Et ce groupe-là, ils travaillent les deux, hein. Ils font beaucoup ce qu'on appelle le grassroots. Donc, ils Mhm. font des ateliers. Ils travaillent beaucoup avec aussi les queers, les transgenres pour changer les papiers identitaires quand c'est besoin. Euh, mais ils travaillent aussi avec ce que j'appelle les superpower groupes, là, comme Human Rights Watch et puis ACLU, pour leur demander aussi de toujours garder en tête qu'il ne faut pas juste transformer, hein, Mhm. l'institution, il faut aussi travailler avec les gens. Donc, ils font énormément d'ateliers. Donc, c'est vraiment un travail de terrain qu'ils font. Et je trouve ça tout à fait... Ils grossissent en termes d'influence. Euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle en ce moment parce que il faut vraiment travailler sur le terrain en ce moment parce que au niveau des institutions, il y a pas beaucoup de résonance. C'est comme silence, no radio, right? Bon, les seules peut-être bonnes nouvelles pour ceux qui s'inquiètent de tout ça, c'est que Donald Trump est de moins en moins populaire dans les sondages et il y a des élections de mi-mandat qui pourraient peut-être changer les choses en 2026. Écoute, Chantal Nadeau, merci beaucoup d'avoir été là, puis on va te souhaiter de passer de joyeuses fêtes aux États-Unis. Merci. J'entends en ce moment les Black Hawks Helicopters, like, Ah, qui ils vont reviennent donc chercher des qui gens. vont Merci beaucoup, descendre. Chantal Nadeau, à l'Université Bye. d'Illinois. On te rejoint donc à Champagne. À plus. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ici Emmanuel Macron. Voici Transatlantique Queer, des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Girard. Eh bien, on va commencer avec une nouvelle très inquiétante venue de Hongrie, Christophe Gérard, concernant la liberté d'expression et de rassemblement des communautés LGBTQIA+. Christophe, de quoi il s'agit? En fait, c'est une affaire de criminalisation qui fait craindre le pire. C'est l'organisateur de la Pride de Pécs qui s'appelle Geza Büzabel et qui fait l'objet de poursuites pénales en Hongrie pour avoir organisé un rassemblement qui est jugé illégal par les autorités locales. Une manifestation qui, il faut le rappeler, s'est passée de manière pacifique en octobre 2025 malgré une interdiction administrative. Alors que excuse-moi, je viens de perdre encore ma feuille. Excuse, ça m'arrive souvent dans cette émission des fois. Alors, un rassemblement interdit, ça s'inscrit dans un contexte législatif national, là.
Oui, la législation hongroise, moi j'en ai déjà parlé dans plusieurs chroniques, hein, adoptée en 2025, restreint sévèrement les rassemblements perçus comme promouvant l'homosexualité ou la diversité de genre dans plusieurs villes. Alors selon Amnesty International, cette loi constitue une interférence injustifiée dans l'exercice des droits fondamentaux. L'European Pride Organizer Association qualifie d'ailleurs cette procédure d'attaque directe contre les communautés. Bon, alors que la Commission européenne a déjà lancé là-dessus plusieurs procédures contre Budapest. Oui, c'est pas nouveau, hein, puisque depuis 2021, le gouvernement de Viktor Orban multiplie les mesures ciblant les personnes LGBTQIA+, avec des restrictions de contenu, des interdictions de changement d'état civil pour les personnes trans, et donc cette nouvelle loi qui date de 2025 et qui renforce le contrôle policier avec une mise en cause pénale d'un organisateur de Pride. Ben, c'est un signal d'alerte majeur, car les autorités utilisent désormais des outils qui sont juridiques de manière systématique pour empêcher des événements queer, invoquant souvent des motifs de sécurité jugés infondés. Bon, malgré ce climat hostile, la mobilisation, elle est là. Oui, elle est plus que jamais nécessaire. L'association Stop Homophobique dénonce fermement cette procédure et appelle les citoyens et les associations à soutenir l'organisateur. Le Stop Homophobie, pardon, relaie notamment l'action urgente de Amnesty International qui demande à la Hongrie d'abandonner tout simplement les poursuites et de garantir l'exercice des droits fondamentaux. Alors c'est un moment crucial pour l'ensemble de la société civile. En gros, la solidarité internationale, elle est primordiale pour protéger les militants qui maintiennent des espaces de visibilité, quel que soit l'endroit où ça se passe, que ce soit en Hongrie ou dans d'autres pays du monde. Bon, c'est un signal d'alarme très fort et on continue en Europe donc avec une décision qui, elle, va dans le sens d'une plus grande protection des droits des personnes de LGBTQIA+. Ouais, c'est assez paradoxal finalement ce qui se passe en Europe, puisque c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu mardi 25 novembre un arrêt très important qui affirme que tous les États membres sont tenus de reconnaître un mariage de même sexe s'il a été conclu dans un autre pays de l'Union. Ceci est vrai même lorsque le droit national du pays concerné ne prévoit pas ce type d'union. Alors, quelle est l'origine de cette décision? Bah, l'affaire a été portée par deux citoyens polonais qui se sont mariés en Allemagne et l'administration de leur pays d'origine avait refusé la transcription de leur acte de mariage. La Pologne ne reconnaissant pas le mariage pour tous, le couple se retrouvait par conséquent privé de toute existence juridique sur son propre territoire. Saisi par la justice polonaise, la Cour de justice de l'Union européenne a tranché, considérant que ce refus constitue une entrave directe à la liberté de circulation, qui est l'un des piliers, on le sait, du droit européen. Alors, au-delà de cette liberté de circulation, qu'est-ce que ça signifie, là, cette décision? Bah, en fait, selon cet arrêt, en fait, la non-reconnaissance du mariage porte également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Autrement dit, un couple marié dans un État membre doit pouvoir se déplacer, travailler, s'installer ou accéder à des services ailleurs dans l'Union européenne sans perdre les droits attachés à son statut marital. Et on peut imaginer donc que cet arrêt a une valeur de jurisprudence, Christophe? Oui, comme c'est le cas hein, pour toutes les décisions prises et les arrêtés pris par la Cour de justice, il faut quand même signaler que cette obligation de reconnaissance ne force pas les États à ouvrir le mariage à tous les couples dans leur législation nationale. Elle impose simplement qu'un mécanisme effectif, que ce soit la transcription ou la procédure ou une procédure équivalente, permette de reconnaître le statut conjugal acquis à l'étranger sans discrimination et sans rendre les démarches impossibles. Alors, c'est une avancée considérable qui consolide une jurisprudence qui existait déjà, qu'on appelle l'affaire Common de 2018. Cette fois-ci, en fait, c'est l'affirmation de la protection de la liberté de circulation et de la continuité juridique des liens familiaux. En gros, cette décision va avoir des implications concrètes pour les couples, notamment sur l'accès à la sécurité sociale, sur l'héritage, la fiscalité, l'autorité parentale et encore les droits liés au séjour. Bref, c'est une égalité qui est certes minimale par rapport aux couples hétéros, mais qui conforte la place des familles LGBT dans l'espace européen. On change de sujet, c'est une nouvelle très importante. On va retourner en France où une candidate écologiste se retire des élections municipales à la suite d'homophobie dans son propre camp.
Ouais, c'est l'histoire de Sabrina de Canto, en fait, qui est conseillère municipale à Saint-Ouen, dans la région parisienne. Alors, elle était candidate aux élections municipales de mars prochain, mais elle a retiré sa candidature le 25 novembre dernier en invoquant des propos et des comportements homophobes au sein même du groupe local d'Europe Écologie Les Verts. Et mais je crois que ça va plus loin, là. Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'elle a expliqué dans un communiqué sur les réseaux sociaux d'avoir été la cible d'homophobie depuis plusieurs mois. En fait, on lui a fait comprendre clairement que son orientation sexuelle représentait, en tout cas pour certains, un obstacle à sa candidature. On peut le dire, hein, en 2025, être ouvertement lesbienne, ça peut être se juger comme incompatible avec le soutien des quartiers populaires. En tout cas, c'est le message qu'on lui a fait passer. Et ça continue. Tout à fait, hein. Dans le même communiqué, en fait, elle indique avoir subi des pressions pour signer un document qu'elle juge illégal et contraire à l'éthique, un document dans lequel enfin, le document visait en fait à confier des décisions municipales à un groupe restreint, un document bien évidemment qu'elle a refusé de signer, préférant retirer sa candidature pour préserver à la fois ses valeurs et son intégrité. Et qu'est-ce que dit l'exécutif du parti dans ça? Alors, elle a reçu le soutien de Marine Tondelier, qui est la présidente du parti, et qui a expliqué que l'homophobie n'a pas sa place au sein de Europe Écologie Les Verts et Mhm. que les instances disciplinaires avaient été saisies. Alors, autrement, en fait, il y a le maire également socialiste de Saint-Ouen qui a dénoncé les faits, qualifiant d'inacceptable le fait de considérer l'orientation sexuelle comme un critère pour accéder à une candidature municipale. Alors, pour les communautés LGBTQIA+, ben, cette histoire, elle rappelle malheureusement que l'homophobie peut encore affecter la vie politique locale, même au sein des partis jugés comme progressistes. On va rester dans la politique française. Un député du Rassemblement national fait une comparaison pour le moins étonnante pour justifier la proximité de son parti avec les électeurs, je dirais des électeurs homosexuels. Ouais. Ça peut paraître assez, enfin, assez risible. Ça l'est beaucoup moins concernant la situation ici en France. Concrètement, en fait, c'est une sortie remarquée du député Rassemblement national de la Somme qui s'appelle Jean-Philippe Tanguy, alors qu'il était invité à réagir à un sondage selon lequel des homosexuels seraient prêts, en tout cas 30% des homosexuels seraient prêts à voter pour Jordan Bardella aux élections présidentielles de 2027. Et il a comparé à cette occasion, tenez-vous bien, Marine Le Pen à la chanteuse Mylène Farmer. Mylène Farmer, rien de moins. C'est Et quoi cette oui, comparaison? bah, en fait, selon lui, alors il faut savoir que Tanguy est ouvertement gay. Bah, il dit en fait que Marine Le Pen a été discriminée toute sa vie à cause de son nom et que cette blessure profonde fait qu'elle a une proximité avec les homosexuels et qu'elle les comprend, comme Mylène Farmer peut le comprendre. Et il ajoute qu'elle est sensible aux difficultés et aux injustices que la communauté LGBTQIA+ peut rencontrer puisqu'elle les subit depuis son plus jeune âge. Rien de moins. Alors, c'est une manière de présenter Marine Le Pen comme une nouvelle icône gay et de faire du Rassemblement national un parti gay-friendly. Eh oui, alors c'est clairement l'objectif, hein. Ces déclarations, elles visent à brouiller les cartes, alors que, on le sait, hein, les citoyens LGBT, en France en tout cas, votent traditionnellement plutôt à gauche. Et il est vrai que les études montrent depuis quelque temps que l'intention de vote pour le Rassemblement national chez les électeurs pardon, LGBT est en progression. Alors en 2022, cette intention de vote, elle était de 17% au premier tour, mais le nouveau sondage indique une nette accélération vers Jordan Bardella, des déclarations qui interviennent dans un contexte où le parti tente de s'éloigner des positions historiques pour séduire un électorat plus large, et de se racheter, on va dire, une certaine virginité. Ouais. Je sais pas ce que Mylène Farmer dit de ça, hein? En tout cas, on verra bien. Ben, elle n'a pas encore réagi pour l'instant. Ouais. On change de sujet, Christophe. Tu nous parles maintenant de nouvelles plutôt inquiétantes concernant le VIH. Les diagnostics chez les 15-24 ans sont en hausse en France.
tout à fait, hein. Le 1er décembre dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Tu en as parlé, hein, dans l'émission. Et à cette occasion, en fait, l'agence Santé publique France a publié de nouvelles données alarmantes sur la situation des 15-25 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2014 et 2023, les jeunes sont de plus en plus nombreux à découvrir leur séropositivité, et cela malgré un accès élargi aux outils de prévention. Et quels sont les chiffres de cette étude? Elles sont alarmants, hein, comme on le disait. Selon l'agence, les diagnostics ont progressé de 41% sur cette tranche d'âge, tandis qu'ils reculent chez les 25-49 ans. Alors c'est une tendance qui s'accompagne également d'une hausse des infections sexuellement transmissibles d'origine bactérienne, signe qu'il y a une circulation plus active. Et il faut savoir qu'il y a des départements, comme les départements régions d'outre-mer, ou encore certaines régions de la métropole, qui figurent parmi les zones les plus concernées. Alors, quelles sont les solutions préconisées? Alors, selon Santé publique France, il est nécessaire de renforcer la prévention avec des mesures comme l'accès simplifié au dépistage, la distribution de préservatifs gratuits et surtout une communication adaptée aux réalités des jeunes et des actions qui sont ciblées en fonction des territoires qui sont le plus touchés. L'étude se penche également sur les jeunes HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est ça, et tout à fait, hein. Donc, il apparaît que sur la tranche d'âge des 18-21 ans, ils sont particulièrement vulnérables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le recours, hein, sur cette tranche d'âge à la PrEP reste très faible. Elle représente environ 8% contre plus du double chez leurs aînés. Ils ont très peu d'échanges avec les professionnels de santé concernant la prévention, et les relations sexuelles non protégées sont également plus fréquentes dans ce groupe d'âge. En terminant, comment les chercheurs expliquent ce phénomène? Mais il y a plusieurs raisons, en fait. Ils parlent d'une moindre proximité avec les dispositifs de prévention destinés au public gay, un sentiment aussi d'appartenance communautaire un peu plus diffus chez les jeunes bi, sans oublier des obstacles sociaux ou territoriaux qui compliquent l'accès aux soins. Alors ces fragilités ne sont pas récentes, elles existent depuis longtemps, ce qui souligne en fait qu'il s'agit plus d'un effet d'âge qu'un d'un phénomène de génération. En conclusion, en fait, la prévention doit s'adresser aux plus jeunes avec des outils accessibles, un accompagnement peut-être un peu plus confidentiel et surtout des messages adaptés. C'est essentiel tant que les diagnostics progressent dans une population qui est censée, encore une fois, bénéficier pleinement des avancées médicales en la matière. Bien, Christophe Gérard, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis des joyeuses fêtes en France. Merci à toi aussi. À très bientôt, Denis Martin. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur, et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Oh là là, quelle voix! Et aussi, pour moi, quel rappel! J'étais tout jeune à l'époque et je sortais dans les bars danser sur cette chanson, un hymne très gai d'ailleurs. Le réalisateur français Olivier Simonet, reconnu pour ses portraits d'artistes, s'est récemment tourné vers l'univers de la culture pop et son nouveau documentaire est le interportrait rare. Donc, Jimmy Somerville, cette belle voix qu'on entendait, rebelle queer de la pop anglaise qui retrace les 40 ans de carrière d'un homme qui n'a jamais
jamais renié America ses Queer engagements. Always. Des Malgré son nouvelles des absence, États-Unis. l'impact de sa voix et de ses combats a été monumental. Alors, Olivier Simonet, ben merci d'être avec nous. Hein. Il est absent, je vais le dire, du documentaire. Vous avez réalisé des portraits. Olivier, bienvenue à l'émission. Pardon? Oui, bienvenue à l'émission, Olivier. Bienvenue. Ah, merci de m'avoir invité. Ben, c'est la moindre des choses. Vous avez réalisé des portraits de grands noms de la musique classique. Pourquoi avoir choisi tout à coup de consacrer un documentaire à Jimmy Somerville? En fait, c'était une rencontre avec une productrice et il se trouvait que Jimmy Somerville était quelqu'un de très important pour moi, puisque quand il a commencé sa carrière, moi, je commençais à sortir en boîte et tout ça, et donc ça a été un personnage pour moi et tous les amis très important, très nouveau tout d'un coup, très important. Et donc quand elle m'a proposé, Sylvie Gauthier, quand elle m'a proposé de faire ce documentaire, ben, j'ai bien réfléchi, parce que j'ai eu un peu peur quand même, puis j'ai dit oui. Parce que je disais l'absence, parce on va le dire d'emblée, il n'a pas accepté de donner d'entrevue parce qu'il s'est retiré de la vie publique depuis un bon bout de temps. C'était tout un défi de faire un documentaire sur quelqu'un qui ne vous donne pas d'entrevue. Ben, au début, oui, ça a été un peu une déception, parce qu'on s'imagine toujours un portrait avec la personne dont on parle, surtout quand elle n'est pas morte. Donc, mais depuis 2015, il donne plus d'interviews, et en fait, en 2019, il a pris sa retraite officielle. Alors d'après ses amis, la retraite, c'est ce qu'il dit, puis on sait pas ce qu'il fera après. Mais en tout cas, voilà, il voulait pas être dans le film. Il a été mis au courant. Il était content que ça se fasse en France en plus. Mm-hmm. Et puis tous ses amis sont dans le film, quoi, et lui aussi, donc beaucoup. On parle d'un adolescent gay des quartiers ouvriers de Glasgow, à une époque où être gay, c'était pas très bien vu, surtout en Angleterre. Alors, c'est ça qui rend l'histoire unique? Ben, en fait, c'est vrai qu'en plus, il était dans un milieu pauvre en Écosse, à Glasgow, donc, et pas à la grande ville, pas à Londres, etc., où de toutes les façons, c'était difficile quand même. Mais effectivement, c'était l'âge du consentement homosexuel était de 21 ans, quand celui des hétéros était à 16 ans. Donc, il y avait déjà quelque chose de difficile et d'injuste. Mais en Angleterre, pas comme en France, en Angleterre, ça a toujours été, ça a été pendant très longtemps illégal. On se rappelle dans Scalwad et tout ça, hein, Ouais. c'est quelque chose qui a une longue histoire, quoi. Sa chanson, parce que c'est celle qu'on a fait jouer, c'est vraiment une chanson en 84, Small Town Boy. Ça a été un séisme international, résonnant avec la solitude et l'exclusion de la jeunesse queer. Comment expliquez-vous l'impact de cette chanson à l'époque? Ben en fait, au début, en bon français qui parlait pas anglais, je n'ai même pas compris vraiment les paroles. Moi non plus. Mais en fait, ce que j'ai vu d'abord, même si je comprenais quand même l'atmosphère du clip et tout ça, c'est par le clip que j'ai découvert la chanson. J'étais en train de partir en boîte d'ailleurs. Et c'était peut-être MTV ou je sais plus quoi, ou M6, enfin bref, peu importe. Et en fait, c'était la première fois, puisqu'après que je voyais donc un personnage de ce type, et habillé de cette façon, qui avait l'air si simple, qui était quelqu'un de très proche, avec beaucoup de proximité. Et ça nous changeait beaucoup, même si à l'époque ça commençait déjà, je parle donc de 84, ça commençait déjà à changer, mais on n'avait pas tant de figures de gays comme ça, finalement assez simples. Ça explique à Un peu l'époque. comme nous, quoi. Oui. Mais encore de nos jours, pourquoi cette chanson résonne-t-elle autant auprès des communautés et d'autres personnes aussi? Colin Bell dit dans le documentaire, donc c'est l'impresario, enfin la personne de London Records, de la maison de disques qui l'a signé, dit qu'en fait, à l'époque et toujours aujourd'hui, les paroles et l'histoire du garçon que met en scène le clip touchent énormément de gens, qu'ils soient gays ou pas gays, puisque ça parle de mal-être quand on est jeune, et donc il y a beaucoup de jeunes personnes qui se retrouvent dans cette histoire-là, qui doivent partir de chez eux, qui sont incompris chez eux, qui ont des rêves à la grande ville, on va dire, je sais pas. Donc c'est pour ça, je pense que ça touche. Et j'ai su que, effectivement, par exemple sur YouTube, la chanson est vue tout le temps, très souvent. C'est incroyable, quoi. Elle était la chanson thème d'ailleurs du film 120 battements par minute, là, qui parlait justement de l'histoire d'Act Up en France. Vous avez utilisé le sous-titre Rebelle Queer. Comment ce documentaire exploite-t-il justement le rôle de Jimmy Somerville comme militant? Ben en fait, quand on s'intéresse à Jimmy Somerville, tout de suite,
on découvre son aspect militant. C'est-à-dire qu'il était militant déjà dans la vie en assumant ce qu'il était sans en faire trop, mais avec beaucoup de fermeté et quand il le fallait de coups de poing. Mais grosso modo, donc déjà ça c'était militant. C'était militant que de pas être caché. C'était militant que de pas se planquer derrière du make-up ou des plumes ou des je sais pas quoi. Comme souvent les artistes de cette époque gays pouvaient être. Et en fait, après, à partir du moment où le sida a débarqué, eh bien, et que ça l'a touché très vite, profondément, c'était la suite logique pour lui. Il a aidé beaucoup ACT UP, à Paris notamment, comme on l'explique dans le docu. Mais donc, du coup, lui, c'est comme pour le féminisme, comme aussi pour une certaine idée d'être de gauche. Mhm. Surtout dans l'Angleterre de ces années-là, où Margaret Thatcher était quand même pas très facile. Et donc, je pense que c'est un personnage très entier. Et de toutes les façons, tout était, comme il pouvait dire dans ses chansons, moi j'aime les hommes, c'est formidable, il n'y a rien de mieux, ou alors la Grande-Bretagne, mon crève de faim parce que les gens sont jetés à la rue. C'était quelque chose d'entier et de très évident, j'ai l'impression, pour lui. Voilà. Il y avait quand même eu, je l'ai mentionné, outre le fait que la personne concernée par le documentaire n'a pas accordé d'entrevue, il y a eu quand même beaucoup de défis à relever. Comment vous vous y êtes pris pour raconter l'histoire de Jimmy Somerville avec les amis et tout ça, là? Ben, en fait, donc on a eu la chance que tous acceptent d'être interviewés. Des gens Donc, fort bon, intéressants, d'ailleurs. Hein? J'ai beaucoup apprécié oui, la ils sont oui. formidables parce Oui. que ce sont les gens qui ont chanté avec lui. Mhm. Alors, il y a Richard Coles, qui était son binôme des Communards, Sarah Jane Morris, Jule McKinston, qui ont chanté, qui ont joué de la batterie, enfin, pour June. Et donc, je me suis rendu compte que 40 ans plus tard, ces gens-là étaient encore extrêmement impliqués dans l'affection qu'ils ont. En fait, j'avais que des gens qui me parlaient d'un homme qu'ils aimaient vraiment profondément. Et ils l'aimaient et eux-mêmes avaient été acteurs de cette époque. Donc, ils étaient très imprégnés et de l'ambiance de Thatcher et compagnie. Donc, et à l'époque, notamment pour le groupe des Communards, où pratiquement tous les musiciens étaient des femmes, c'était aussi quelque chose qui les touchait d'autant plus. Et c'était une façon et une première d'être femme, rock, d'affirmer le fait qu'on soit gay. Enfin, voilà, c'était quelque chose de... Et donc, moi, j'ai construit le film en les écoutant. Je savais à peu près ce que j'avais envie de défendre. Enfin, de défendre, c'est lui qui défend les choses. Hein. Ouais. Mais j'avais envie quand même qu'on retrouve peut-être et qu'on en sache davantage sur ce qu'il avait fait, parce qu'il n'a pas toujours passé sa vie à se vanter de ce qu'il avait fait. Et Didier Lestrade, l'ancien journaliste de Libération qui a fondé ACT UP en 89, en parle bien. Jimmy a beaucoup aidé ACT UP, mais sans le dire. Oui, Donc en fait, on le sait aujourd'hui. je ne vais pas révéler trop de choses du documentaire, mais il a payé le loyer des locaux d'ACT UP à Paris. C'est quand même pas C'est rien. ça. C'est ça. Ce documentaire a été présenté sur la chaîne française Arte. Puis là, moi, j'ai eu la chance d'avoir un lien de visionnement, mais il n'est pas disponible encore au Canada. Est-ce que ça va finir par venir ici, ça, vous pensez? Dans ces cas-là, c'est une question de droit. Mm-hmm. Les productions libèrent les droits pour des pays, etc. Moi, j'espère, on l'a proposé, mais on ne sait pas. J'espère qu'il sera sélectionné au FIFA au mois de mars. Oui. Comme ça, au moins, on pourra le voir à Montréal. Mais je suis déjà venu au festival, mais j'en sais rien. On a la réponse en janvier. Sinon, pour l'instant, à moins qu'il soit acheté par une chaîne canadienne, québécoise, enfin... Il y en a certains qui pour nous l'instant, écoutent il est pas présentement, prévu ça fait qu'il que puisse probablement être- qu'ils vont le faire. Pardon? Il y a certaines personnes de certaines chaînes au Canada qui nous écoutent, alors peut-être qu'elles seront inspirées, puis il y aura peut-être une annonce bientôt. Eh ben, j'espère, parce que ce serait formidable, quoi. Ah, Olivier Simonet, c'était vraiment plaisant et un honneur de vous avoir reçu à l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, Olivier Simonet est le réalisateur du documentaire Jimmy Somerville, rebelle queer de la pop anglaise, présentement sur Arte, mais bientôt, peut-être, au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
C'est la période des fêtes et qui dit fête dit film de Noël. Mais ces films souvent réconfortants sont aussi des lieux de reproduction de clichés. Nous recevons Joël Rouleau, professeur à l'Université de Montréal et spécialiste en études de genre pour analyser ce cinéma du temps des fêtes. Bienvenue à l'émission, Joël. Merci, et ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se parle, donc je vais demander, parce que je vais donner l'exemple, on fait ça souvent à l'émission, quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Ah, mon Dieu. Moi, personnellement, j'utilise les pronoms féminins, mais c'est quelque chose qui qui me pose toujours problème parce que je ne sais pas trop comment C'est correct, on va vivre avec ça. exister. On va vivre avec ça en espérant qu'on te mégenre pas. Joël, les films de Noël ont longtemps été très hétéronormatifs. Dans votre analyse, on parle de mécanismes narratifs qui se répètent. Pourquoi, malgré les avancées, l'intégration des histoires gays ou queer est-elle si lente et souvent si superficielle là, de cette intégration-là dans ces productions? Ben, Noël, ça reste quand même une fête qui est quand même liée à certains aspects de la religion, tu veux pas. Et il y a là, ben, dans différentes religions, mais surtout le christianisme, différents niveaux d'ouverture et de conservatisme. Fait qu'on va avoir des situations où ce sera très ouvert et d'autres où ce le sera moins. Puis il y a aussi l'aspect qui est très familial. Puis la famille, ben, on est encore toujours centré au cœur de cette idée reproductive, là. Donc les parents, les petits-enfants, tu sais, l'espèce d'idée de reproduire cet univers familial-là. C'est des grosses institutions à venir, mettons, mettre au défi là, avec notre façon peut-être un peu moins straight d'envisager le concept de la famille, si on veut. Fait que c'est probablement pour ça que c'est un peu plus lent. C'est aussi des enjeux qui sont très liés à une espèce de nostalgie, une espèce d'idée ou romantique de ce que devrait être Noël. Je pense qu'on a toute une idée magique du temps des fêtes. Ouais. Puis la réalité, c'est toujours un peu le bordel, Noël. Fait qu'il y a comme cette espèce de... On a envie de vivre des histoires magiques. Ouais, moi, j'ai des souvenirs de mes propres Noëls dans ma famille. C'était pas toujours génial, puis c'est correct, ça fait partie de la famille. Ça fait partie de Noël. Oui, et ben justement, c'est des films qui sont souvent consommés en famille. C'est quoi l'impact que ça peut avoir, le fait qu'il y a pas ou peu de représentation de personnes queer sur les jeunes de ces communautés-là qui sont avec leurs parents en train de regarder des films, là? Ben, je pense que c'est souvent dur de voir l'impact réel là, des films sur une période de temps spécifique. C'est quelque chose qui se fait au fil du temps. Puis en fait, l'impression que ça peut donner, puis c'est une invisibilité, c'est qu'on n'existe pas, c'est qu'on ne peut pas être différent. Il faut rentrer dans ces normes sociales. C'est un peu ce que ça fait, en fait, les films de Noël, c'est que ça reproduit un cadre normatif, hétéronormatif. On a tellement besoin de visibilité, puis c'est quelque chose qu'on ressent un peu partout dans les communautés queer ou LGBTQ+. Puis pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette visibilité-là? C'est parce qu'on se sent souvent exclu. Donc je pense que c'est l'idée derrière tout ça. Bon, ça arrive parfois qu'il y a des personnages queer dans les films, mais changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnages, est-ce que ça suffit? Pour moi, non. Pour certaines personnes, peut-être. Pour moi, c'est pas assez parce que ça fait juste reproduire, en fait, le même idéal de famille, tu sais. Même si c'est deux parents gays ou tu sais, même si on a des personnages homosexuels, on reproduit souvent les mêmes narratifs. Fait on exclut la famille choisie, par exemple, qui est quand même un élément super important dans les communautés gays. On exclut aussi l'aspect, peut-être, de l'amitié. Tu sais, on est vraiment centré autour de l'amour familial puis du lien familial. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de façons de vivre ce moment-là. Puis malheureusement, Noël est devenu quand même le lieu du capitalisme par excellence, tu sais. Fait qu'on a perdu peut-être cette espèce de façon de voir les choses autrement, puis de les vivre ensemble autrement. Donc, quand on fait juste remplacer l'orientation sexuelle d'un même personnage, on fait pas grand-chose. J'ai entendu quelque part, ou j'ai lu quelque part, l'hétéronormativité toxique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est à tout prix, tu sais, c'est cette espèce de façon de performer et d'être très malheureux. Tu sais, je pense que les questions de genre, de sexualité, qu'on soit straight, gay, trans, on va tous à un moment ou à un autre vivre une pression qui nous convient pas. Puis tu sais, ça peut être aussi simple qu'un homme masculin, cis, viril, qui a de la peine, tu sais, puis qui est pas capable de vivre sa peine parce que les conditions de genre l'empêchent de le faire. Fait que cette hétérosexualité ou hétéronormativité toxique, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très... qui nous enferme
enferme dans une espèce de carcan puis une façon d'être qui est pas du tout alignée avec les multiples possibilités de l'être humain. On est tous faits pour pleurer et rire puis être en colère, tu sais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Joël, pour queeriser, c'est un autre terme que j'ai lu, je pense que j'ai lu ça encore sur un de vos papiers, pour queeriser un film de Noël? Ben, pour moi, ça passe. Ma vision, moi, du cinéma queer, c'est pas tant dans le être, mais dans le faire. Fait que c'est pas tant qu'est-ce qu'on voit, mais comment est-ce qu'on interagit avec le film. Fait que pour moi, un film qui va permettre de queeriser notre représentation, ça va être un film qui va nous faire nous poser des questions. Qu'est-ce que je regarde? Pourquoi? On va sortir de la passivité, puis on va essayer de questionner le film, puis de chercher autre chose, puis de voir, hey, peut-être que j'aimerais ça, moi aussi, inviter tous mes amis à mon party de Noël avec ma famille, tu sais. Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, de changer les dynamiques, puis de pas rester pris dans les modèles normatif. Qu'est-ce que les plateformes qu'on dit de streaming ou de diffusion en continu, les chaînes spécialisées, pourraient faire? Parce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? C'est vrai, je pense qu'elle pourrait faire... d'un, ça permet de cibler un peu plus ses publics. Ça veut dire qu'on peut avoir des représentations qui sont peut-être un peu plus axées sur une sexualité ou qui sont... Tu sais, on peut aller chercher des éléments qu'on ne peut pas faire dans des films tout public ou grand public, si on veut. Fait qu'on peut aller découper notre auditoire. Après, c'est aussi l'espace pour expérimenter, tu sais. C'est pas grave si ça... Tu sais, on peut avoir un film qui ne pogne pas, mais qui essaye quelque chose, puis voir est-ce que ça pourrait soulever les passions, est-ce que d'essayer un nouveau modèle de représentation pourrait offrir quelque chose de nouveau. Moi, je pense que ça serait ça. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette accessibilité à un public spécifique. Je ne sais pas si je peux vous demander ça, Joël, ou te demander ça, Joël. Cette année, là, si on veut regarder des films, est-ce qu'il y en a qui sont bons? Comme ça, là. J'en ai là comme ça tout de suite que non, il n'y en a pas auquel je pense, mais j'ai pas vraiment commencé ma saison de Noël. Oui. Mais moi, ce que j'aime faire, puis c'est de me créer des petits rituels avec certains films. Tu sais, à Noël, je regarde, je l'ai dit dans mon article, moi, je regarde toujours Jurassic Park. C'est comme une de mes traditions de Noël que j'adore, puis que je fais partager à du monde autour de moi. Tu sais, il y a quelque chose dans ces rituels-là où on peut se permettre de changer notre rapport aussi à Noël, puis à essayer des façons différentes d'être ensemble, en fait, quand on regarde des films. Je pense que c'est ça. Après, je vais regarder des films de Noël quand ils vont commencer à sortir, puis je pourrai te revenir sur mes suggestions. On fera peut-être une liste pour l'année prochaine. Je pense qu'on va te revenir là-dessus. Joël Rouleau, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et je veux donc rappeler que tu es professeur au département d'histoire de l'art, de cinéma et des médias audiovisuels à l'Université de Montréal et tu es documentariste. Wow! On va te réinviter, oui, c'est clair. J'essaie de faire des films. Bravo, merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Passe une belle journée. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Et on continue sur un thème des fêtes. Nous avons tous en tête des images de Noël empreintes de tendresse et de douceur. Mais pour les enfants et les jeunes qui se questionnent sur leur identité ou leur orientation, ces images reflètent-elles toute la diversité de l'amour? Notre invité s'est donné pour mission de créer des représentations positives et lumineuses des personnes queer. Il est illustrateur fondateur de la collection Au Mondou. Ses œuvres circulent au Québec et du Québec à la Californie. On accueille chaleureusement Sylvain Rolando. Bienvenue. Bonjour Denis Martin, bonjour à tous. Oui, je vais te demander de te rapprocher du micro, s'il te plaît. Alors Sylvain, je pose souvent la question aux personnes qu'on reçoit pour la première fois. On t'identifie, quel pronom et accord tu utilises? Il, lui, oui. Parfait. Alors, ingénieur de formation, c'est quoi le déclic qui a fait que tu as tout laissé pour te créer ce Au Mondou, un art que tu décris comme homoérotique, mais plein de tendresse. Oui. Je pense que ingénieur, c'était un peu... tu sais, en étant queer, on surperforme souvent. Ouais. Et je pense que quand j'étais petit, j'avais comme compris assez tôt que j'étais gay. Et pour moi, je voyais ça comme une tare. Donc là, on va pouvoir en discuter, mais grandi dans les années 90 en France, j'ai tout compris. Enfin, ça m'a fait comprendre que c'était problématique. Et donc, j'ai voulu surcompenser en faisant des grosses études. Donc, je voyais les sciences comme une matière qui requérait beaucoup d'intelligence, quoi que ce soit, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais en tout cas, c'est ça. Je suis parti ingénieur pour surperformer. Puis. Et voilà. Et là, on est rendu à faire... Qu'est-ce qui a amené que tu as décidé de faire du dessin ou faire de l'art? Mais c'est ça, en fait, c'était plus une armure, le côté ingénieur. Puis à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de vouloir montrer aux autres et plus me demander vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et le dessin, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné.
Et l'art homoérotique, c'était aussi une réponse à 3 ans de psychothérapie. Aïe, aïe, aïe. Quand même. Oui. Et donc, ça a été une réponse en deux. C'est-à-dire que je me suis recentré sur ce que je voulais vraiment faire et aussi guérir, on va dire, cette blessure d'homophobie intériorisée développée durant mon enfance. Est-ce que tu me permets, on va faire juste une petite incursion dans ta vie privée parce que tu l'as ouvert, l'homophobie intériorisée. Qu'est-ce que c'est que tu as souffert? Comment ça s'est passé? C'est ça, c'est dans les années 90 en France, c'était pas le pire, mais je trouve que le fait de ne pas avoir de représentation queer autour de soi, d'entendre toutes les insultes que tu peux avoir dans les cours de récré, dans le cercle familial, dans les nouvelles aussi, c'est sûr que tu comprends que tu as un problème. Donc finalement, tu adoptes des mécanismes d'invisibilisation, d'effacement, de secret, de ne pas te dévoiler. Et donc, c'est exactement ce que j'ai développé. Et on va dire que ce projet-là de créer des représentations queer positives, c'était une réponse à ça. Ça fait partie de la thérapie. C'est complètement ça. Oui, c'est un exercice de ma psy. Et rapidement, qu'est-ce qui t'a amené ici au Québec? En fait, ça, c'était mon ancienne vie. C'était quand j'étais dans le marketing, c'était quand j'étais ingénieur. Donc, j'ai pu accéder pendant 2 ans au Québec, puis j'ai tout fait pour pouvoir y rester parce que je voyais que c'était un pays dans lequel je pouvais exprimer ce que je voulais exprimer. Bon, on va aller maintenant sur l'œuvre que tu nous proposes. On parle d'une esthétique de la douceur. Comment tu expliques ça? Pour moi, la douceur, c'est quelque chose qui... Tu peux pas vraiment comment dire... les gens pourraient dire « Ah, c'est des dessins sexuels, ils pourraient s'attaquer à ça. » Mais il y a peu de gens qui peuvent s'attaquer à la douceur parce que c'est assez universel, c'est assez essentiel pour tout le monde. Et c'est aussi une réponse à ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que la douceur, c'est un refuge à la violence, c'est un refuge aux insultes, c'est un refuge à la solitude. Et je l'exprime dans les thèmes, mais aussi dans la technique où j'utilise beaucoup l'aquarelle, qui pour moi est une technique douce. J'ai vu certaines des œuvres sur Internet et ça semble... Effectivement, on ressent de la douceur. Ouais. Mais c'est ça. Dans mes dessins, il y a des dessins qui sont extrêmement doux, donc plus beaucoup de tendresse en fait entre deux gars. Après, c'est sûr qu'il y a certains dessins qui sont un peu plus sexus mais qui gardent ce fil directeur de la tendresse. Mais c'est aussi pour répondre à cette homophobie intériorisée qui me disait que le sexe entre hommes était dégueulasse, c'était répugnant. Donc pour moi, montrer la beauté aussi du sexe entre hommes, c'était important. Donc on va dire qu'il y a ces deux facettes. En ce temps des fêtes, qu'est-ce que tu aurais aimé voir comme enfant dans les livres ou les images qui nous entouraient? Donc, voir une espèce de Noël queer. Oui. Mais ça, c'est drôle parce que je me souviens des livres que j'ai eus quand j'étais petit. Il y avait un livre qui s'appelait Le guide du zizi sexuel de Zepp, l'auteur de Titeuf. Et je me souviens quand je l'ai eu, je ne sais plus si c'était à Noël, je cherchais secrètement, parce que j'avais dit ça à personne, je cherchais une partie sur l'homosexualité. Et je l'avais trouvé sur 150 pages, un tout petit paragraphe qui disait « Ok, parfois il y a des hommes qui aiment les hommes, il y a des femmes qui aiment les femmes. » Mais c'était 1% du livre. Et donc, juste ce petit paragraphe, je me souviens que je m'y étais attaché. Donc, ce que je veux à Noël, ça serait justement des espaces, avoir plus de représentation, plus d'espaces dans lesquels tu peux t'accrocher à ça. Pourquoi c'est important, selon toi, qu'on expose les enfants à des représentations LGBT positives? Ça me rappelle une entrevue que j'avais eue avec Barbada où l'idée, c'était de couper l'herbe sous le pied de tout ce qu'on peut voir maintenant sur Internet. C'est-à-dire que, veut pas, les adolescents vont, sur leur téléphone, être au contact de la pornographie, des youtubeurs masculinistes, etc. Je veux dire, les représentations positives, on en a besoin au plus tôt. L'éducation sur le consentement, sur tout ça, on en a besoin au plus tôt. L'idée, c'est pas de sexualiser les enfants, c'est juste de les instruire sur ça. Si on devait créer, ou si tu devais créer une collection pour enfants maintenant, quels seraient les messages ou les thèmes que tu aimerais absolument y intégrer pour aider à développer une vision inclusive et bienveillante de la diversité? Je fais des marchés et en fait, je changerais pas grand-chose parce que j'ai déjà eu des anecdotes de mamans qui prenaient leurs enfants dans les bras pour les monter au niveau de mes dessins, pour leur dire « Ça, ce sont deux hommes qui s'aiment, c'est correct. » Et pour moi, c'était genre mission réussie. C'est vraiment le but de mon art, c'était de dire à des enfants « C'est correct si vous vous retrouvez dans ça. » Et en plus de la tendresse, tu mets l'écologie au cœur de ton travail. Ça, c'est ça. J'imprime sur du papier FSC. C'est sûr que je pourrais faire 10 000 fois plus. J'avais déjà tenté d'imprimer sur du papier recyclé, mais c'était beaucoup trop gris pour que ça pop. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important, l'écologie, parce qu'il y a tellement de luttes qui se rapprochent. Enfin, pour moi, l'écologie, c'est aussi important que la diversité, en fait, ça fait partie de tout.
Là, c'est Noël qui s'en vient. Mhm. Effectivement, on cherche des cadeaux. Puis dans nos communautés, on cherche des cadeaux qu'on peut donner à des personnes queer. Mhm. Est-ce que tes œuvres d'art ou des œuvres d'art queer, c'est un bon cadeau de Noël? Mais on est chanceux à Montréal parce qu'il y a plein d'artistes qui font des belles œuvres queer. Et oui, effectivement, je pense que c'est un super beau cadeau. Encore une fois, je me souviens d'une maman qui avait acheté plusieurs œuvres lesbiennes, gays, non-binaires, etc., qui voulaient mettre ça sur leur mur dans la maison et qui disait, comme ça, mes enfants auront le choix, pourront dire que c'est correct. Wow. Et donc oui, les illustrations, c'est un très bon cadeau queer. Wow. Alors, je rappelle donc, Sylvain Rolando, tu as donc une collection qui s'appelle Au Mondou. On peut trouver tes œuvres sur le web? Oui, sur aumondou.com, donc OHMONDOUX.com, et mon Instagram, c'est aumondou.art. Alors, merci beaucoup, Sylvain Rolando, donc, qui est un créateur d'art, d'illustration gay ou plutôt queer positive au Mondou. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur, et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. J'ai le temps de remercier donc l'équipe qui travaille avec moi à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci Mathieu Tessier qui fait la mise en onde. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot, je suis réalisateur et animateur de cette émission. C'est la dernière de l'année, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes.